C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Frédéric Martin, directrice technique du CERCIA Interface. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire Naturalité en Hauts-de-France au nom de tous les organisateurs. Alors, faire évoluer les produits alimentaires vers plus de naturalité est une attente très forte des consommateurs. C'est aussi un sujet complexe, très complexe pour les entreprises sur toute la chaîne de valeur. C'est pour cette raison qu'on a voulu vous proposer aujourd'hui ce programme et qu'on vous remercie d'être présent en ligne pour y participer. Alors, la diapo suivante, pour savoir en fait qui organise ce programme. Il s'agit en fait d'une action nationale de l'ACTIA. Donc l'ACTIA, c'est le réseau français des instituts techniques de l'agroalimentaire qui comporte des centres interfaces comme Acuimer et le CERCIA, et bien sûr, évidemment, des centres techniques, idéal, comme typiquement Adrianor. Pour présenter en fait les organisateurs en un mot, je vous propose de commencer par présenter peut-être le CERCIA. Du coup, je passerai la parole après à mes camarades. Donc le CERCIA, nous, notre vocation, c'est d'accompagner les entreprises agroalimentaires sur le territoire de la région Hauts-de-France dans leur démarche d'innovation, produit ou process. On intervient en amont, souvent des projets, mais tout au long du projet. Notre rôle est en fait d'identifier le besoin des entreprises et de les orienter vers les meilleures compétences disponibles, que ce soit en région ou hors région. Voilà. Maintenant, Harmonie, je te propose de dire un mot sur Acuimer. Oui, bonjour à tous. Donc, Harmonie Tellier, je suis chargée de mission à Acuimer. Effectivement, notre rôle à Acuimer, c'est le même que le CERCIA, sauf que nous, on est spécialisé sur la filière des produits de la mer et des produits aquatiques. On a vraiment pour rôle d'accompagner nos adhérents dans la valorisation de leurs produits, effectivement, à travers l'accompagnement dans la recherche de financement, mais également dans l'accompagnement de recherche de partenaires le plus pertinent pour leur projet. Merci Harmonie. Bah maintenant, Christine, vas-y. Je te laisse, Christine, merci, également présenter l'Adrianor. Merci. Donc, Christine Chenet, je dirige effectivement l'Adrianor, qui est un centre de ressources technologiques basé à côté d'Arras. Et on a l'habitude de dire qu'on accompagne les projets de la cuisine à l'usine, c'est-à-dire qu'on part des cahiers des charges de formulation ou de reformulation, amélioration nutritionnelle, amélioration vis-à-vis de la naturalité, comme on va l'évoquer ce matin, et avec un outil qui permet d'aller jusqu'aux pré-séries industrielles pour tester le marché. Et voilà, et je pense que Monsieur Bonduel sera une belle illustration du type d'accompagnement qu'on réalise. Ok, merci à vous deux. Donc, je vous propose maintenant de passer la parole à Jade, qui va suivre le long de l'atelier. Et je vous souhaite une très belle manifestation. Très belle journée à vous tous. Au revoir. Merci. Alors, au programme ce matin, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par le témoignage d'une ancienne de distribution. On accueille ce matin le groupe Casino. Ensuite, Christine Chenet de l'Adrianor nous parlera d'une analyse des produits alimentaires de façon assez transverse. On aura la chance aussi d'accueillir deux entreprises qui témoigneront, donc le groupe Metarome et Eurogoût 59. Et on vous parlera ensuite du diagnostic naturalité et des modalités de participation. Pour commencer, je vous propose aussi d'aborder les règles d'usage de Livestorm. Vous avez en bas de votre écran tous un onglet avec des sondages, un onglet sondage, un onglet questions et chat. Vous pouvez vous manifester via ces onglets-là, essentiellement par le chat. Et les sondages vous seront envoyés au fur et à mesure, je vous les signalerai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous intégrer là-dessus. Tout d'abord, je vous propose de vous manifester, de savoir un petit peu, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un produit naturel, comment ça se passe. Pour ceux et celles qui préfèrent, qui sont plus à l'aise de vous manifester via le smartphone, le QR code ici vous permet d'accéder directement au Mentimeter. Sinon, vous avez la possibilité d'accéder à l'outil directement via le chat ou via le call to action qui va apparaître dans quelques instants. Voilà. Vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur le lien. Voilà.
Et je vais vous partager mon écran. Hop là. Et donc, normalement, vous voyez tous s'afficher les mots-clés qui représentent pour vous ce que c'est que la naturalité. Donc là, s'exprime de la simplicité, du vrai, du non transformé, non synthétique. Ça, c'est intéressant comme caractéristique. Un produit moins transformé, d'accord. Clean label, du sain, du pur. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez épuré. Je vous remercie pour vos manifestations. Ça nous donne aussi les mots-clés, ça nous permet de voir un petit peu ce que ça représente pour vous. Merci beaucoup. Donc voilà. On sait un petit peu maintenant ce que c'est que la naturalité pour vous. On va avoir l'écho tout de suite de l'enseigne de distribution Groupe Casino. Et donc, nous accueillons avec plaisir Madame Florence Renard, que j'invite à monter sur scène tout de suite. Voilà. Ça va venir. Bonjour Madame Renard, merci beaucoup de votre intervention. Alors, quelques questions à vous poser tout de suite. Déjà, merci d'intervenir. Pouvez-vous nous présenter un petit peu le groupe Casino et votre rôle au sein du groupe, s'il vous plaît? Alors, le groupe Casino, c'est un groupe qui comporte 4 enseignes, qui regroupe en France surtout, je voulais dire. On a Casino, on a Monoprix, Franprix et Leader Price. Et moi, je fais partie en fait de la centrale d'achat AMC qui achète les produits à marque distributeur et les produits à marque nationale de ces enseignes-là. Et au sein de la direction qualité, moi, je suis au niveau des engagements et je m'occupe de tout ce qui est politique qualité sur la nutrition, sur la santé, sur les filières durables pour les marques distributeurs du groupe. D'accord. Merci beaucoup. On parle ce matin de naturalité. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'exprimait au sein de votre entreprise. Quelles sont déjà les origines de la démarche naturalité, la démarche santé qui est forte au sein du groupe Casino? Alors, la démarche santé, effectivement, elle est forte parce qu'on a une marque distributeur qui existe depuis 1905, parce qu'on parle de la marque Casino. Donc, avec cette antériorité, en fait, on a pu se positionner, se poser et se dire assez rapidement qu'il fallait standardiser, si on peut dire, un peu les produits qu'on fabriquait. Donc, avoir des cahiers des charges qui étaient très précis sur la manière dont on voulait faire la composition. Et puis, petit à petit, avec le temps, on a vite les retours des consommateurs, en fait. Là, je pars dans les années 90, les années 2000. Et cette politique qualité, elle s'est inscrite aussi bien dans la partie composition que dans la partie nutrition. Donc, on a été tout de suite engagé dans les premiers PNNS pour améliorer les produits. Et en 2008, on avait amélioré plus de 2000 produits au niveau nutritionnel. Et à côté de ça, on a mis des exigences sur la partie composition des produits qui, petit à petit, est devenue de plus en plus, on va dire, complète. Donc, comment on la met en place? Et ça va vers la naturalité, parce que c'est ce qu'attendent les clients aujourd'hui. On le voit bien dans les différents sondages. Et vous en avez parlé même en introduction. On est entouré d'un comité santé, avec des experts aussi bien au niveau contaminant, toxicologie, cardiologie, enfin des médecins, qui nous aiguillent en fait dans les différentes études qui peuvent exister. Alors là, je parlerai d'additifs ou je peux parler de substances controversées. Et donc, on se réunit 4 fois par an et ils nous permettent d'aller plus précisément sur certaines matières, se dire est-ce que celle-ci, cet additif, ce sucre par exemple, j'ai tout intérêt à le substituer. Sur quelle cible? Est-ce que c'est une cible enfant? Est-ce que c'est plutôt toute la population? Ou vraiment c'est la problématique barrière intestinale par exemple chez les enfants? Et suite à ça, on a mis une politique qualité où on a des listes positives d'additifs autorisés, des listes d'additifs à éviter et d'autres qui sont complètement interdits. Et ça s'affine par catégorie de population, comme je vous disais. Pour la gamme enfant, on va être extrêmement strict sur les additifs. On va se rapprocher carrément des additifs bio. Et puis, suivant les technologies autorisées dans les différentes industries, on va être un petit peu plus souple parce qu'on a aussi besoin de pouvoir avoir des produits qui soient
qu'il soit bon. Ça, c'est le premier critère. Il faut quand même que le goût soit là, parce que si on améliore ses produits, mais que derrière, il n'est pas bon organoleptiquement, le consommateur ne va pas le prendre. Il va rester sur un produit qui aura plus d'additifs ou autre. Donc, la première clé d'entrée, ça reste le goût. Et on a des enseignes ici qui sont engagées sur le Nutri-Score. Donc, en fait, c'est un critère de sélection important. On est dans l'amélioration systématique avec une volonté d'être dans les Nutri-Score ABC maximum et de reformuler tous nos produits qui sont en D et en E en restant dans le clean label. Et c'est là que ça se complique fortement. Quand on veut arriver à baisser le sel ou baisser le sucre sans rajouter d'additifs, c'est complexe. Et on est dans des reformulations multiples. Logique d'ensemble pour avoir un produit qui soit d'abord bon, qui soit sain. Et quand on dit sain, c'est à la fois sur la composition, mais également sur les aspects sanitaires du produit. Et oui, tout est complexe parce que les produits alimentaires sont quand même assez complexes. Quand on a échangé ensemble, vous m'aviez dit aussi que vous aviez une démarche pour avoir le plus possible de produits en A, B, voire C pour les enfants. Donc, cette segmentation-là, elle est forte et ce souhait d'arriver sur des produits bons et sains, c'est très fort chez vous. Oui, et puis chez les enfants, on sait que c'est une cible où les produits pour enfants que vous pouvez trouver dans des magasins, souvent c'est des bonbons, des gâteaux, des produits sucrés ou des produits panés. Donc, c'est déjà des produits qui sont élaborés et qui sont déjà soit très sucrés, soit salés. Donc, c'est notre but, en fait, en tant que commerçant responsable, de se dire, OK, on fait des produits pour enfants, on sait que ce sont des catégories plutôt plaisir, si on les met en gamme enfant, mais il faut qu'on arrive à les retravailler pour être dans le ABC. Donc, on a comme objectif d'être plus de 70% de nos produits pour enfants en ABC, en Nutri-Score. Et ça, c'est un vrai challenge, parce que ce sont que des produits au démarrage qui sont déjà connotés plaisir. Donc, on a des exigences fortes sur les taux de fibres qu'on doit mettre dans des produits pour enfants, baisser les sucres sans mettre d'édulcorants, donc avec toute la complexité du goût sucré qu'on entend quand même à essayer de rajouter par des aromates ou dans les produits, par exemple, ou des ingrédients particulièrement goût sucré sans apporter trop de sucre. On est sur une volonté de naturalité dans le sens sucre de canne, des éléments peu transformés en fait. Et alors, on enlève tout ce qui est sirop de sucre, ce qui est complexe dans des gâteaux parce que ça peut apporter le moelleux. Enfin, il y a quand même un intérêt technologique dans ces produits. Donc, on fait des échanges avec nos fournisseurs, on leur donne nos cahiers des charges, nos contraintes, et puis on fait des multiples allers-retours de dégustation avec des panels pour valider que les reformulations qui sont faites tiennent la route au niveau du goût, en fait. Je pense que ce dont vous venez de parler là fera écho à la fois chez les consommateurs et chez tous les parents qui assistent à ce webinaire. Donc, merci pour cette démarche-là. Aujourd'hui et dans le futur, quels sont les projets, les tendances chez Groupe Casino, les grandes tendances de formulation? Alors, outre le fait que c'est vraiment développer des produits Nutri-Score qui soient ABC et d'être dans le clean label le plus possible, parce qu'on on développe beaucoup aussi tout ce qui est produits végétaux. Ça c'est la tendance en fait. On s'aperçoit que les gens sont de plus en plus flexitariens et on sait très bien pour le climat aussi qu'il faut aller vers une alimentation qui est de plus en plus végétalisée. Donc, on est en pleine recherche de développement de produits, justement, à base de protéines végétales, légumineuses, sans être des MeToo de produits animaux, en fait, mais qui permettent de basculer petit à petit vers une alimentation végétalisée. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage, Je vous en prie. Madame Renard. On passe donc à la suite. Christine, je te laisse présenter donc les évolutions de produits alimentaires. Merci. Merci. Merci Mme Renard. Effectivement, ce témoignage était intéressant et permet de faire la transition. Et sur les enjeux du Nutri-Score, on aura justement Mme Kless qui va présenter une démarche assez intéressante. Et juste en transition, on souhaitait vous présenter deux exemples d'évolution de produits qu'on a choisis dans deux univers justement assez différents pour faire écho à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un produit où on est sur des yaourts aux fruits
qui bénéficie plutôt d'une bonne image, une bonne cote de popularité auprès des consommateurs, et puis un produit où on est dans l'univers de la confiserie, donc typiquement le produit plaisir qu'on évoquait tout à l'heure. Et on a juste repris quelques exemples d'étiquetage d'un même produit pour voir comment il avait pu évoluer au fil des ans et vous montrer des exemples de reformulation telles qu'elles peuvent être entreprises par des entreprises agroalimentaires. Donc sur ces yaourts aux fruits, la plus ancienne étiquette que j'ai retrouvée date de 2008, donc ça fait déjà un petit moment. Et on avait donc des produits où on avait une revendication goût. Et comme disait Mme Renard, ça reste quand même des produits qui doivent nous faire plaisir et qu'on ait envie de reconsommer. Et on avait donc à la fois un certain nombre de texturants, guar, pectine, carragénane et amidon modifié, et des colorants et des arômes. En 2013, on a eu une première revendication sur le sans colorant, qui a fait écho aux obligations notamment d'étiquetage pour l'attention des enfants quand on avait des colorants azoïques. Et donc le sans colorant a consisté à reformuler des produits où effectivement on n'a plus de colorant au sens E-number, mais où la fonction colorante est bien apportée par des jus raisins, cassis, carottes, etc. Donc une évolution sur l'absence de colorant au sens additif, mais avec d'autres substances qui étaient ajoutées. Cette évolution-là s'est poursuivie en fait plus récemment en 2017 où on voit en fait une beaucoup plus forte évolution des revendications avec déjà une revendication sur le côté fabriqué en France. Alors ça, on ne l'a pas évoqué, mais ça reste quand même une tendance forte pour moi. Il y a besoin aussi, quand on parle de non transformés, quand on parle de produits qui sont clean pour l'environnement, il y a cette notion aussi de s'approvisionner en local et de retravailler avec des matières premières moins transformées, mais qui viennent aussi de moins loin. Et on retrouve donc cette fois la revendication sans colorant, avec petit astérix et une mention qui dit sans colorant, mais la couleur est apportée par des jus de fruits ou des légumes. Donc ça, c'est une tendance qu'on voit quand même assez fortement. La fonction n'est plus assurée par un additif, mais elle est toujours bien présente. Et donc, par rapport à l'information du consommateur, on lui signale que le jus de potiron, il est là pour colorer le produit. Le produit a également fortement évolué en reformulation puisqu'il est sans arôme artificiel. Donc ça fait écho à la présentation de Métarome par la suite, où effectivement, là, on est repassé on est passé d'arômes à arômes naturels dans le produit. Alors, ce ne sont pas des arômes naturels d'eux, mais il y a bien des arômes naturels qui sont utilisés. Et puis, le sans conservateur qui a été ajouté comme mention, mais qui aurait déjà pu être apposé bien avant, puisque ça ne correspond pas à une reformulation. Et là, tout récemment, en fait, ce produit a évolué avec une revendication zéro additif. Donc, cette fois, on est dans la notion de pas d'additif au sens réglementaire, pas de E, et les amidons modifiés, les différents additifs texturants ont été remplacés par un amidon vraisemblablement clean label et puis des fibres d'agrumes qui apportent la texturation et toujours également avec des jus de légumes pour la coloration et des jus de citron qui remplacent sans doute l'acide citrique qui était utilisé auparavant. Donc, une démarche dans des produits laitiers qui bénéficient d'une bonne image. Et je vous disais, un autre exemple de démarche avec cette fois des confiseries, donc des petits bonbons tendres où on est vraiment là dans l'univers enfant et puis même pour les adultes, l'univers du plaisir. Les premières revendications, à peu près à la même époque que pour l'exemple du yaourt précédemment, on est sur une revendication non pas sans colorant, mais avec des colorants naturels, qui sont des colorants comme des anthocyanes ou des caroténoïdes. Et plus récemment, en 2018, alors c'est des photos d'emballage, donc c'est pas forcément très lisible, mais en fait on a simplement une évolution de l'étiquetage avec la recette reste la même, mais l'entreprise est beaucoup plus précise sur ses indications, c'est-à-dire que de graisse végétale on parle d'huile de palme, de gélatine on précise que c'est une gélatine bovine, et puis les colorants sont cités en tant que tels et non plus sous forme de leur numéro E. Donc on ne peut pas parler de reformulation, on peut plutôt parler d'un réétiquetage plus détaillé et plus clair du produit.
Et tout récemment, là, ce produit a évolué, vous voyez, avec des revendications beaucoup plus fortes et une reformulation, là, pour le coup, complète, avec l'absence de gélatine, qui est vraiment la substance qui donne la texture à ce type de produit. Alors, par rapport à ce qui vient d'être évoqué, on est vraiment sur ce côté origine animale, parce que là, pour le coup, la gélatine, c'est un ingrédient, et c'est remplacé là par des additifs, gomme d'acacia et amidon modifié, amidon clean label, donc par un additif et puis un ingrédient. On a toujours une revendication pareil autour de cette notion de naturel des arômes et des colorants, qui est plutôt un parallèle aux arômes naturels, puisqu'il n'y a pas vraiment de contexte réglementaire sur ça, et toujours cette notion de fabriquer en France. Donc, on est avec une recette qui continue à conserver, par exemple, de l'huile de palme ou des sirops de glucose, tels que ça vient d'être évoqué, où effectivement, c'est techniquement très difficile de les remplacer, mais par contre, plus de denrées d'origine animale, avec un remplacement de la gélatine par amidon et gomme arabique. Voilà un petit peu 2 exemples de reformulation qui portent sur le coup, vous avez vu, sur une quinzaine d'années. Merci Christine pour ces explications. Je relève dans ce que tu dis qu'il y a quand même un lien étroit entre la définition des participants sur la naturalité, avoir des produits qui sont plus clairs, plus transparents, qui affichent mieux leur composition, et ce dont tu viens de nous parler. Donc, le lien est fait et clair. Merci. Je vous propose à tous d'aller dans l'onglet sondage. On aimerait bien avoir un petit peu votre avis sur le fait que vous ayez déjà reformulé tout ou partie de votre gamme de produits. Si vous pensez reformuler une partie ou toute votre gamme de produits. Et pour vous, quelles sont vos motivations à reformuler les produits? On se laisse 3 minutes pour renseigner ce sondage-là. Si vous rencontrez des difficultés techniques, n'hésitez pas à m'en faire part dans le chat, au besoin. Voilà, normalement, il s'affiche bien. Alors, je profite de ce temps-là pour relever dans le chat une manifestation de Madame Ducroquet. Moi, j'ai une difficulté sur les préparations de fruits. Pour nos yaourts, les fournisseurs me disent qu'il faudrait que je passe à des ingrédients surgelés. Logistique et stockage, du coup, beaucoup plus compliqué. Eh ben, j'ai l'impression que c'est une manifestation qui colle tout à fait à l'accompagnement sur la naturalité dont on va parler juste après. Donc, merci Madame Ducroquet pour votre manifestation. Si vous voulez, on pourra se rapprocher de Madame Chenet juste après. Merci. Alors, qu'est-ce que ça donne sur les sondages? Est-ce que vous arrivez à les renseigner? J'arrive pas à voir vos manifestations. Ah ben voilà, je m'en sors beaucoup mieux. Alors, on a à peu près de tous les résultats. Donc, je vois que j'ai des gens qui souhaitent être accompagnés sur le projet. D'accord. Certains travaillent déjà avec des prestataires. De toute façon, les participants ont envie d'être accompagnés sur la question. Et la plupart du temps, voilà, vous avez envie de travailler sur la question plutôt en interne. Ça peut se comprendre. Sachez que de toute façon, dans l'écosystème, vous aurez toujours quelqu'un pour vous accompagner de façon tout à fait sérieuse sur vos questions-là. Ok. Merci pour vos manifestations. On va passer à la suite tranquillement.
On va passer donc au témoignage des entreprises agroalimentaires manufacturières en Hauts-de-France, en commençant par le groupe Métarome. Et donc, j'invite tout de suite Madame Nathalie Kless à intervenir. Bonjour tous. Merci. Alors, je vous laisse prendre la main et nous présenter votre entreprise, ce que vous y faites et les projets que vous avez. Ok, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je suis Nathalie Kless, je suis responsable R&D arômes et extraits chez Métarome Group. Je vais vous parler aujourd'hui d'une démarche que nous avons eue pour l'amélioration nutritionnelle et la signature aromatique pour nos clients, dans une application simple, celle des pains au lait. Donc, 2 mots très rapidement sur notre entreprise. Métarome Group et particulièrement Métarome France. Nous sommes situés à Boves, près d'Amiens. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 1953 et dont les 2 métiers principaux sont la création d'arômes et de caramels de spécialité. Nous sommes représentés au travers le monde au travers de nos filiales. Nous avons 10 filiales présentes sur chacun des continents. Métarome Group, c'est 240 employés en quelques chiffres, un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros en 2019 et croissant. Nous couvrons 81 pays avec nos arômes. Chaque année, c'est environ dans le groupe 1500 nouveaux produits qui sont développés et 21 000 échantillons qui voyagent au travers le monde pour les servir. Donc, nous avons une approche locale et internationale, ce qui nous permet de couvrir vraiment la globalité de nos clients. Pour la partie aromatique, nous pouvons décliner des solutions à l'infini sur la partie arôme. Nous servons principalement les secteurs du sucré, allant de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, à la chocolaterie, aux boissons et tout ce qui est de l'univers du sucré. Nous développons des solutions naturelles. Une de nos forces est la création sur mesure d'arômes, de par notre savoir-faire dans l'extraction végétale, mais aussi dans l'aromatique en général. Nous sommes en mesure de vraiment accompagner nos clients sur leurs projets. Notre deuxième métier, sur le caramel de spécialité, c'est une de nos forces et nous sommes en capacité de livrer, développer des caramels sur mesure, alliant gourmandise et technicité, pour des applications diverses et variées de l'univers du sucré. Je vais passer maintenant à le cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons développé, dans le cadre de la reformulation nutritionnelle, une gamme dédiée à son optimisation. C'est notre gamme ActiSense. Cette gamme permet d'allier et de compiler nutrition, gourmandise et aromatisation sur mesure sans compromis. Pour cela, nous avons principalement deux gammes. Notre ActiBoost Suite qui se déclare en tant qu'arôme naturel et qui permet de baisser les proportions en sucre dans les produits de 30 à 50%, tout en gardant une perception renforcée de la saveur sucrée. On se base là-dessus sur des leviers, sur des leviers aromatiques qui permettent d'exaucer le profil aromatique des produits, tout en boostant le profil du sucré. Pour la partie ActiBoost, ce qu'on a FAT, ça permet là de renforcer la perception du gras tout en baissant la proportion de matière grasse dans les produits. On se base là aussi sur les leviers aromatiques, donc sur un accompagnement du profil aromatique du produit, une augmentation du mouthfeel en bouche, donc du côté nappant. Et on se base aussi sur un levier fonctionnel, celui de l'amidon, qui permet de conserver la structure des produits, surtout sur le secteur de la BVP, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Donc, je vais vous parler d'un exemple aujourd'hui. C'est une démarche que nous avons eue sur les pains au lait en particulier. Et par l'application, vous allez comprendre comment, d'un point de vue aromatique, on peut accompagner la reformulation nutritionnelle des produits. Donc, rapidement, le principe du Nutri-Score. Vous le savez, le Nutri-Score, c'est un logo qui informe les consommateurs sur les qualités nutritionnelles d'un produit.
Donc, c'est une échelle lettrée qui va de A à E. C'est un système qui a été proposé en 2014 et mis en place à l'initiative du gouvernement français dans un cadre de loi de modernisation du système de santé. Donc, comment ça fonctionne très simplement? Eh bien, le Nutri-Score, en fait, c'est une somme, une balance des composantes nutritionnelles positives et négatives d'un produit. Donc, il y a des ingrédients à favoriser, comme les fibres, les protéines, les fruits et les légumes, et des composantes à impact négatif, comme le sucre, le sel et les acides gras saturés, la composante énergétique aussi. Donc, en faisant la somme des impacts positifs et négatifs apportés par tous les ingrédients du produit, on arrive à un chiffre, un score, et qui déclenche ensuite la lettre Nutri-Score associée. Donc, pour reformuler un produit, il faut se baser déjà sur ce qui existe sur le marché. Donc, en faisant un focus ici sur les pains au lait et en analysant, on va dire, 4 principaux produits du marché que nous pouvons trouver dans les linéaires, on s'aperçoit que les Nutri-Scores de ces produits sont plutôt sur l'échelle du D. En analysant les ingrédients un petit peu plus particulièrement, on a souvent un mix de beurre et d'huile de colza, donc de matières grasses saturées et insaturées, de lait reconstitué de 10 à 15%. Il y a présence d'arômes qui sont souvent peu naturels et qui sont aussi utilisés pour la conservation des produits. Il y a présence aussi d'additifs qui sont pour ce type de produits assez classiques, mais on a aussi quelques alternatives qui peuvent être trouvées sur le marché. Donc, en ayant analysé cela, nous avons élaboré des recettes de pain au lait qui proposent un Nutri-Score plus bas. Donc, on a ciblé ici le B. Donc, on s'est appuyé des compétences et de la force des conseils que peuvent nous donner la plateforme d'éthique de l'Adrianor, qui nous a aidés sur le sujet. Donc, on a élaboré en collaboration une recette de pain au lait Nutri-Score D, qui sera notre standard. Et on a reformulé pour obtenir un pain au lait Nutri-Score B. Donc, si on regarde ici la colonne 2, par exemple, où vous trouvez les cercles orange, on a baissé grosso modo la proportion en sucre, en acides gras saturés et aussi en matière grasse. Pour obtenir un Nutri-Score A, il faut aller un petit peu plus loin et baisser aussi la proportion de sel qui a d'autres vertus fonctionnelles ici sur le produit. Donc, en se focusant sur le B, on a donc développé un pain au lait Nutri-Score B et un pain au lait Nutri-Score B qui contient notre gamme ActiSense et qui va nous permettre, on va le voir, de rattraper la gourmandise et le profil aromatique du Nutri-Score D. Donc, pour valider cela, quand on fait une reformulation, il faut se baser sur des outils sensoriels pour aider à la décision. Est-ce que ma reformulation a marché? Est-ce que mes consommateurs vont adhérer à mon projet de reformulation et accepter mon produit? On en a parlé un petit peu plus tôt. Le goût, c'est très important quand on parle de reformulation produit. Donc, il faut se baser d'une part sur un mapping sensoriel du marché. Il faut bien connaître ce que le consommateur a l'habitude de consommer et acheter et ce qu'il est habitué à obtenir comme goût. Pour ensuite réaliser un profil sensoriel des recettes optimisées pour bien voir si on a une performance compatible avec ce que le consommateur attend. Pour cela, ici, on va regarder la performance de nos ActiBoost Suite grâce à notre reformulation. Et ensuite, tout à la fin, ce qui est important aussi sur une reformulation produit, c'est de ne pas perdre l'identité initiale du produit. Chaque client a son identité sensorielle propre et c'est important en refaisant de la reformulation de pouvoir la conserver. Donc, on va se focuser ici sur le profil sensoriel des recettes optimisées dont je vous ai parlé plus tôt. Donc, en comparant ici l'impact de nos ActiBoost dans la reformulation sur le Nutri-Score B. Donc, on va suivre la méthode sensorielle d'un profil consensus avec 6 dégustateurs. Donc, vous avez ici la petite photo sur votre gauche sur le Nutri-Score B plus ActiBoost et le Nutri-Score B. Donc, on voit que visuellement, déjà, on a un aspect qui est tout à fait conforme à ce que peut être attendu ce qui peut être attendu par le marché. Si on s'attache ici au profil sensoriel des recettes optimisées, vous avez sur le graphe de gauche en rouge le profil sensoriel du pain au lait Nutri-Score B avec les solutions ActiBoost et en bleu,
sans les ActiBoost. Donc un radar, c'est ce qui nous permet de caractériser des produits en notant les descripteurs qui sont importants pour le produit. Ici, sur du pain au lait, on va parler de céréales, de notes levain, caramel, lait, beurre, vanillé, mais aussi tout ce qui est aspect aromatique global du produit, avec la durée de l'arôme, le film gras, on en a parlé tout à l'heure avec le mouthfeel, l'intensité, l'odeur et bien sûr les saveurs sucrées-salées. Donc, on voit ici qu'avec, sur une même recette, un même Nutri-Score, ici B, les solutions ActiBoost permettent de restaurer le profil aromatique du pain au lait, attendu comme sur le marché. Donc, on a une durée de l'arôme qui est augmentée, une intensité odeur et aussi une intensité sucrée qui est bien exhaustée, bien boostée avec notre gamme ActiBoost. Si on compare maintenant notre reformulation de pain au lait Nutri-Score B, donc sur le graphe de droite, on voit ici que les dés se situent sur les pointillés, vous le voyez, en minimum et en maximum, vous avez les scores des pains au lait du marché. On voit bien ici que grâce à la gamme ActiBoost, on se situe dans les attentes des Nutri-Score D du marché. Et pourtant, nous sommes sur un Nutri-Score B. Donc, les ActiBoost ont permis ici d'améliorer le profil sensoriel des pains au lait tout en améliorant leur profil nutritionnel. Donc, en synthèse, sur une démarche pour reformuler des produits tout au naturel en ayant une démarche je veux conserver mon goût, mais je veux sans compromis avec les aspects nutritionnels, il faut se baser sur les connaissances du marché. Il faut bien prendre en compte ça lorsqu'on fait une reformulation. Il faut s'aider de solutions aromatiques performantes pour maintenir la signature sensorielle des produits, mais aussi la gourmandise et ce qu'attend le consommateur de son produit. Il faut bien sûr reformuler un produit, baisser les taux de gras et de sucre, par exemple sur un pain au lait. Ça impacte l'aspect fonctionnel et du produit. Donc, il faut se baser sur des experts et on a vu ici au travers du chat, on a beaucoup d'entre vous qui souhaitent être accompagnés sur le sujet pour reformuler les produits. C'est effectivement important d'avoir un bon savoir-faire sur le produit et de bien connaître les ingrédients impactants sur l'aspect final du produit. Et bien sûr, il faut à tout prix se baser sur des outils sensoriels pour guider la reformulation et bien valider le fait qu'on reste dans une performance goût qui donnera satisfaction aux clients. Donc voilà, en synthèse, ce que je peux vous donner comme information sur notre expérience sur la reformulation de produits en Nutri-Score, en se basant sur des expériences clients et ici sur un exemple concret, celui des pains au lait. Voilà, n'hésitez pas à consulter notre site internet si vous voulez plus d'informations et à nous contacter ultérieurement. Merci Madame Kless pour votre témoignage. Ça donne faim à 11h30, tous ces petits pains. Merci beaucoup. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on reste quand même en cohérence, et c'est normal, avec le témoignage précédent de Casino. Le goût avant tout. Là, vous nous avez parlé de pain au lait, qui est également un produit plaisir. On est en alimentaire. Un bon goût, une bonne texture, c'est très important. Top. J'ai entendu parler de la plateforme Baya que vous avez utilisée pour la sélection des ingrédients. À tous, j'ai remis dans le chat le lien vers cette plateforme qui est pilotée par l'Adrianor, donc n'hésitez pas à la consulter. Merci beaucoup. On passe maintenant au témoignage de Monsieur Bonduel, que j'invite à participer tout de suite, immédiatement. Hop là. Oui. Bonjour, Monsieur Bonduel. Merci de votre participation aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous un petit peu de votre entreprise et de la genèse de votre projet de naturalité, s'il vous plaît. Alors, donc moi, je suis Anthony Bonduel, donc gérant de Eurogoût 59, qui est une petite structure artisanale qui a été créée, je suis arrivé dans la société en 2008. Et au départ, cette société distribuait des crèmes apéritives, mais essentiellement sur les marchés. Donc, c'était vraiment de petites quantités. Et donc, il a été décidé de faire un partenariat avec un sous-traitant à l'époque
pour les faire en plus grande quantité et pouvoir les distribuer sur des réseaux différents des marchés, en l'occurrence la grande distribution spécialisée. Donc a été créée aux alentours de 2008 une marque qui s'appelle le Gourmet des marchés, de manière à pouvoir avoir une marque et distribuer dans des pots de 150 grammes ces différentes recettes qui sont essentiellement des tapenades, des houmous, c'est vraiment des crèmes apéritives, quoi. Donc jusqu'en 2020, Eurogoût s'occupait juste de la commercialisation des produits, puisqu'en fait la sous-traitance était faite par un fabricant de soupe dans le nord de la France, et donc c'était vraiment de la commercialisation. Dans le développement de ce réseau de distribution qui est autre que marché, c'était essentiellement des magasins spécialisés frais, type, alors pour les gens du Nord, ils vont connaître, ce serait Otera, Partisans du goût, et puis ensuite des épiceries fines, mais obligatoirement avec des vitrines réfrigérées, puisqu'en fait, on travaille sur de l'ultra frais. D'accord ? Et en fait, c'était une décision de privilégier cette distribution, puisqu'elle avait tendance à émerger, et c'était vraiment des magasins qui évoluaient. En 2020, suite à une mésentente avec mon sous-traitant, voilà, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec lui. Au départ, je voulais rechercher un nouveau sous-traitant. Et en fait, je me suis dit qu'il était peut-être temps d'intégrer la fabrication à mon entreprise. Donc, il y a eu un virage complet au niveau de cette intégration, de manière à mieux gérer le process, les demandes clients en termes de naturalité, mais également quantité de production. Quand on travaille avec un sous-traitant, on a toujours des minima de production, alors que là, quand on est intégré, on fait un peu ce qu'on veut. Également pouvoir plus travailler sur la recherche et développement, et aussi tout ce qui est hygiène et sécurité. Donc, le projet a été lancé en j'ai envie de dire septembre 2020. Et a abouti au fin juin, début juillet 2021, après bien entendu consultation avec mes principaux clients, de manière qui se sont eux engagés par rapport à mon projet à continuer à travailler avec moi quand le projet aboutirait, ce qui était quand même relativement important pour moi, de me dire que le jour où je lance ma première production, j'ai déjà des clients qui vont me suivre. Vous les avez inclus directement dans la réflexion sur ce projet-là. Voilà, tout à fait. Donc, la première commercialisation des produits a eu lieu le 1er juillet 2021. J'aurais préféré le faire avec 2 ou 3 mois d'avance. Malheureusement, avec le contexte actuel, tout a pris un petit peu plus de temps et on a perdu quelques mois. Bon, on a raté 3 mois les 3 mois où il faisait beau dans le Nord, malheureusement, mais on regarde de l'avant. Donc, pour élaborer ce projet, j'avais des demandes de mes clients concernant naturalité, notamment également des blacklists qui avaient été établis sur ces fameux E qu'on avait auparavant sur les étiquettes. Et donc, je me suis rapproché de l'Adrianor de manière à remettre les recettes entièrement à plat. Donc, l'objectif était effectivement de choisir de nouvelles matières premières, de reformuler les recettes, tout en conservant une DLC suffisante pour pouvoir travailler avec mes clients, que je vais assimiler un petit peu à la grande distribution spécialisée. Sachant que nous travaillons sur de l'ultra frais, donc il n'y a pas de pasteurisation, donc obligatoirement on a des DLC qui aujourd'hui sont de l'ordre de 13 à 14 jours. Donc, nous avons dû travailler sur l'acidité du produit, notamment à travers de nouvelles matières premières et en acidifiant ces recettes de par notamment le jus de citron dont on parlait tout à l'heure. Et l'objectif également avec Adrianor était aussi pour l'avoir vécu avec mon ancien sous-traitant, c'était au niveau hygiène et sécurité, puisque nous avons une alerte Listeria à l'époque sur mes produits, et c'était vraiment obtenir un process de fabrication qui nous permet de baisser l'acidité du produit
ou augmenter l'acidité du produit pour arriver à un pH suffisant pour être sûr qu'en sortie de production, on soit comment dire, en dessous du taux qui est de 4,3 et se dire qu'on bloque le développement de ces bactéries par rapport à la DLC des produits. Et ça, c'est vraiment un travail qui a été fait et que j'ai appris avec l'Adrianor, puisque auparavant, j'étais un commercial pour devenir aujourd'hui un fabricant. Donc finalement, l'Adrianor vous a aidé à retravailler, repenser vos produits de sorte d'avoir cet équilibre de goût, de naturalité et de stabilité du procédé, aussi bien sur les cadences que sur les propriétés sanitaires du produit. Tout à fait. On a retravaillé toute la qualité organoleptique et sanitaire. Organoleptique, puisqu'en fait, auparavant, nous avions certains produits type flocons de pommes de terre dans certaines recettes que nous avons remplacés par des vraies pommes de terre. Mais obligatoirement, la texture allait changer, le goût allait changer. Donc, on a dû travailler énormément sur les matières premières, la mise en œuvre, les quantités. Et puis ensuite, on a fait 2 ou 3 tests avec derrière des sortes de blind tests avec mes clients, puisque je voulais vraiment mettre mes clients en collaboration avec ce projet, de manière à ce que ça convienne aux 3 intervenants, en l'occurrence Eurogoût, mes clients et Adrianor. Aujourd'hui, comment ça se passe avec vos clients? Vous dites que vous avez changé un petit peu la recette. Manifestement, passer de flocons de pommes de terre à des pommes de terre en forme, ça a dû changer quelque chose sur le plan de la texture. Comment ça se passe aujourd'hui vis-à-vis de votre des consommateurs pour l'acceptation de ce changement? Alors, en fait, après reformulation des recettes, effectivement, les retours consommateurs ont été plutôt positifs. Certains ont émis des remarques sur la qualité organoleptique, obligatoirement, mais qui ont été justifiées par l'évolution vers la naturalité. Et donc, leur première sensation était ce n'est plus le même produit, mais ensuite, quand on leur a expliqué que justement le produit était beaucoup plus naturel, sain, qu'on avait retiré le maximum de dangereux en tout cas de nos recettes, les consommateurs ont été très positifs. Consommateurs comme clients, bien entendu. Oui. Et c'est pour ça finalement que en fait ce partenariat pour vous a été très important avec vos clients. Ce que vous disiez, c'est que vous avez les vendeurs ont eu la possibilité d'expliquer un petit peu ce changement aux clients. Donc c'était important aussi pour vous, ça. Oui, c'était important. Et puis ensuite, bien entendu, quand le produit est revenu en magasin, il y a eu un petit travail de notre part également en animation, en dégustation, pour refaire découvrir le produit et expliquer les nouvelles recettes. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, je crois avoir tout dit. C'était un petit peu moins technique que Madame Kless, mais c'est très bien. Plus petite structure également, on va dire. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie. Christine, je te laisse présenter l'action sur la naturalité. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on va pouvoir y participer? Merci, effectivement, Jade. Donc, la transition est toute faite et je remercie vraiment la qualité de nos 2 intervenants précédents. Je pense qu'ils ont bien illustré chacun les difficultés majeures de ces démarches de naturalité, puisqu'en fait, on est bien sur l'enjeu, tout le monde est d'accord, hein, il faut du plus clean, du moins transformé, etc. Mais derrière, on l'a dit, le socle, c'est de conserver le plaisir, donc le goût de nos produits. Et ensuite, le premier exemple sur les pains au lait, on est vraiment dans l'idée d'avoir un Nutri-Score, comme Madame Renard le disait en introduction également, qui reste satisfaisant, mais sans déroger au goût. Et ensuite, l'exemple de Monsieur Bonduel, c'est pareil, là, mais c'est sans déroger à la qualité sanitaire, qui est tout autant un socle nécessaire que l'aspect sensoriel. Donc, et on voit bien à travers leur témoignage qu'il y a besoin de définir un cahier des charges qui soit assez précis, de finalement
quel est l'objectif, et chaque entreprise va avoir, il y a des compromis à faire et chaque entreprise va avoir des choix à réaliser. Et les centres techniques donc de l'Actia dont parlait Frédéric en introduction, donc qui est notre réseau de coordination, accompagnent les entreprises sur ce type de démarche. Et notre souhait a été de construire ensemble un outil de diagnostic qui permette un peu de formaliser ce type d'accompagnement et de vraiment pouvoir aller sur la définition d'un cahier des charges qui soit propre à chaque entreprise pour, je dirais, aboutir à finalement ce qu'on appelle une formulation raisonnée des aliments. Il n'y aura pas de miracle, on ne va pas faire du pas cher, bon, nutritionnel et clean et sanitaire, mais quels sont vraiment les points sur lesquels l'entreprise veut afficher ses valeurs et n'acceptera pas de déroger pour avoir un produit qui satisfasse à ses valeurs. Donc l'action qui a été construite, c'est un diagnostic en fait qu'on a travaillé à plusieurs centres. Donc l'Agria Grand Est basé en Lorraine a été le coordinateur et nous y avons travaillé nous-mêmes, l'Agria, le CRIT PACA et le CRIT La Rochelle sur la réalisation d'un outil de diagnostic que je vais vous présenter maintenant. Donc l'action naturalité telle qu'elle a été imaginée et construite se déroule en 3 étapes. Une partie analyse des pratiques, une partie, le gros du projet, c'est vraiment ce diagnostic naturalité, et puis ensuite vous accompagnez au lancement des actions qui permettront de réaliser l'amélioration telle qu'elle aura été décidée dans la deuxième partie. Donc en totalité, cet accompagnement prend 2 jours et demi avec une première partie qui va consister en fait à analyser vos pratiques. Donc là, c'est surtout vous qui travaillez dans cette première étape. Et nous, on a établi en fait en amont une checklist des éléments qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser pour faire un état des lieux en fait de vos pratiques. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'identifier justement quelles vont être vos valeurs. Est-ce que ça va être vraiment l'aspect nutritionnel? Est-ce que ça va être l'aspect origine des ingrédients? Certains parlaient tout à l'heure d'avoir des produits qui arrivent en surgelé. Donc, est-ce que ça permet de masquer une saisonnalité ou est-ce que vous voulez garder une saisonnalité de vos matières premières? Il y a tout un ensemble de questions à se poser et il n'y a pas de réponse bonne ou mauvaise. C'est vraiment à chacun de décider ce qui lui paraît prioritaire. Et dans cette partie-là, donc en fait, il y a un certain nombre d'éléments à constituer. Donc c'est une étape un petit peu fastidieuse, mais qui est vraiment nécessaire pour pouvoir brosser un cadre général de votre entreprise, encore une fois de ses valeurs, et de sélectionner 1 ou 2 produits sur lesquels on va travailler plus spécifiquement pour qu'une fois que la démarche est en place dans l'entreprise, elle puisse être déclinée, déroulée sur l'ensemble des gammes. À partir de ces éléments, nous, on aura, au niveau du centre technique qui vous accompagnera, un volet quand même réglementaire, puisque on est aujourd'hui sur des démarches qui n'ont pas forcément de cadre réglementaire très figé, mais on reste quand même sur un principe de loyauté d'information du consommateur, et donc il est important de vérifier la cohérence avec cette réglementation et l'évolution du contexte réglementaire qui se dessine au niveau européen sur ces sujets. Donc, cette première partie, elle est essentielle. Elle est indiquée à une demi-journée côté travail du centre accompagnant, du centre Actia. Elle est un petit peu plus fastidieuse, encore une fois, pour vous, mais nécessaire. On va ensuite passer réellement à vraiment le diagnostic. Donc, pour réaliser ce diagnostic sur le ou les 2 produits qui auront été choisis dans l'entreprise, on a réalisé un travail amont sur, d'une part, l'analyse des applications et puis on verra ensuite sur l'analyse de composition. Donc, en amont, vous savez qu'il y a aujourd'hui énormément d'applications qui se développent pour évaluer les produits. Donc, vous scannez le code barre et vous avez très rapidement un avis qui peut être assez tranché sur votre produit. Donc, cet aspect, il est incontournable et de plus en plus. Donc, nous sommes répartis entre les différents partenaires une 12aine d'applications que vous voyez ici pour en retenir finalement 5 que nous avons détaillé un petit peu plus et sur lequel nous allons, qui vont servir de filtre par rapport aux étiquettes de vos produits. Alors, les critères qu'on a utilisés pour évaluer ces applis ne sont pas du tout
subjectif, en fait, ça a été simplement le nombre de téléchargements, donc la notoriété. Et puis ensuite, sur les 12, les 5 qui ont été retenues étaient celles qui ont été les plus exhaustives en termes de nombre de produits. Il y a certaines applis où on ne trouve pas encore beaucoup de produits et certaines applications où les informations étaient un peu redondantes. Donc, on a notamment retenu Open Food Fact parce que c'est une base où on retrouve en fait à la fois le Nutri-Score qui a été évoqué, à la fois le score Nova, donc qui est le score d'ultra transformation, on va dire, de 1 à 4 des produits alimentaires, et qui a lancé une démarche également d'éco-score pour l'affichage environnemental, qui est une démarche plus globale qui comprend le bien-être animal, l'analyse de cycle de vie par Agribalis de l'INRAE et l'ADEME, et ce genre d'informations. Donc les informations, par exemple, de ScanUp sont reprises dans Open Food Fact et ont des démarches communes. Donc il y a au final Open Food Fact, Yuka qui a été retenu puisque lui, on va dire que c'est le pionnier en la matière et qu'il est vraiment extrêmement téléchargé. SIGA qui s'appuie sur Nova mais qui a décliné une gamme d'ultra transformation avec 7 niveaux au lieu des 4 de la classification Nova, pardon. Et puis BayerNote et l'appli des consos qui sont plus complémentaires pour voir si éventuellement il y a des campagnes de boycott vis-à-vis de l'entreprise plus que vis-à-vis du produit. Donc ces applis ont été sélectionnées en amont et vont permettre en fait de réaliser des diagnostics d'étiquettes, où vous avez ici un exemple en fait du diagnostic qui va pouvoir être réalisé et où on va avoir des infos pour chacune des applis, et ça va nous permettre nous en fait de voir comment le produit est évalué, et puis ensuite de rajouter un petit commentaire en disant bon bah c'est surtout sur l'aspect ultra transformé qu'il faut travailler, ou c'est plutôt sur l'aspect présence d'additifs dans le produit, voire le Nutri-Score comme ça a été évoqué tout à l'heure. Donc le filtre de ces applis va permettre d'avoir une évaluation un petit peu des produits et de la façon dont ils sont perçus, avec, je vous disais, les deux applis, l'appli des consos et BayerNote, qui vont permettre de voir parfois qu'il y a une campagne de boycott vis-à-vis de telle ou telle marque ou vis-à-vis de telle pratique, on va dire, qui est faite dans l'entreprise. Donc cette première étape, ça permet vraiment d'avoir un état des lieux et ensuite de confronter finalement comment le produit est perçu par toutes ces applications que le consommateur peut utiliser, et comment finalement l'entreprise au départ, elle a décrit ses valeurs, et de voir s'il y a cohérence entre les deux. Donc là, on est plus vraiment sur une idée du positionnement de produit. À côté de ça, il y a une démarche plus technologique et plus approfondie de diagnostic formulation. Donc de la même manière, il y a un gros travail qui a été fait en amont, où on a en fait listé un certain nombre d'additifs et de substances controversées, et on a regardé en fait comment ces substances étaient perçues et notées par toutes ces applis, et puis également par des informations sur le fait que ce soit autorisé en bio ou non, sur le fait que ça ait une autorisation ou des avis de l'EFSA qui puisse être négatif, de façon à pouvoir donner un avis qui soit un avis des Centractia qui ont réalisé ce diagnostic. Donc, à partir de ce travail en amont, ça va permettre de reprendre la liste des ingrédients, de les reprendre tous. Alors, quand on dit reprendre la liste des ingrédients, c'est reprendre les ingrédients tels qu'ils sont étiquetés, mais c'est pour ça qu'en amont, on a besoin également d'avoir les fiches techniques de vos ingrédients, puisque dans certains de vos ingrédients, vous allez pouvoir avoir des auxiliaires technologiques ou des additifs de transfert que vous n'allez pas forcément reprendre sur la liste d'ingrédients du produit fini, mais qui peuvent être en incohérence avec vos messages, vos étiquetages. Voilà, le zéro additif, par exemple, que vous voyez tout à l'heure, vous pouvez utiliser de l'huile dans laquelle il y a de l'acide citrique pour piéger les métaux, éviter l'oxydation. Est-ce que vous pouvez encore mettre une mention du type zéro additif quand vous faites une mayonnaise dans laquelle il y a 80% d'huile et que cette huile, ou 70%, et que cette huile contient de l'acide citrique? Donc, on va essayer de passer vraiment en revue l'ensemble des substances qui peuvent être utilisées dans
dans votre recette, dans votre formulation, évaluer si ces ingrédients ou ces substances sont étiquetés correctement ou ont d'autres alternatives d'étiquetage. Et puis surtout, l'étape, c'est de voir quel est leur rôle, parce que certains additifs vont avoir plusieurs fonctions, ou certaines substances, la gélatine de tout à l'heure dans le bonbon, elle a un côté foisonnant, elle a un côté texturant, donc elle a plusieurs fonctions, et donc il va falloir à chaque fois lister les fonctions pour voir quelles peuvent être les alternatives qui vont pouvoir être trouvées ou non par rapport à ce produit. Et l'idée, donc, c'est vraiment, à partir de ce constat, de pouvoir vous donner des indications sur le fait que le produit en question, la substance en question, il faut envisager sa substitution, il faut envisager de l'éliminer. Alors, derrière la notion de substitution, il y a « je peux remplacer par autre chose », mais avant cette question-là, il y a même la question de « est-ce que ça a réellement une fonction dans mon produit ?» Parfois, il y a des substances qu'on utilise historiquement parce qu'à un moment, on en avait besoin et on les a gardées par habitude. Donc, le gros intérêt de ces démarches de reformulation, c'est aussi un moment de se dire, est-ce que j'ai encore besoin de tout ça? Et parfois, on peut simplifier aussi des listes d'ingrédients, simplement parce qu'on a changé nos procédés, parce qu'on a changé quelque chose qui fait qu'on n'en a plus besoin aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de voir, est-ce qu'on peut simplifier? Est-ce qu'on peut remplacer? Et si on remplace, quels seront les impacts? L'objectif de tout ça, c'est vraiment juste de vous présenter ce que vous faites déjà de bien, et vous en faites beaucoup, de façon à le valoriser, à le mettre en avant, et que vous puissiez décider, vous, en face, si effectivement c'est une priorité pour vous, ou si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez spécialement retravailler. Donc, sur des pratiques qui sont déjà en place, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez 95% de matières premières qui sont utilisé en frais, il vous reste 5% en surgelé. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se travailler pour avoir 100% de matières premières fraîches ou non? Ça sera toujours à vous de décider derrière. Et enfin, sur les substances que vous utilisez, est-ce qu'il existe des alternatives? Est-ce qu'on peut envisager de retravailler autrement? On avait pris l'exemple de mono et diglycéride d'acide gras, donc un émulsifiant, un E471. Aujourd'hui, tout à l'heure, je remercie Jade, elle citait Baya en sourcing ingrédients. Il y a des alternatives au E471 qui sont des hydrolysates protéines qui fonctionnent correctement, mais qui ne donneront pas forcément le même pouvoir émulsifiant, le même taux de foisonnement. Donc, ça peut être à tester et à valider dans ce type de produit. Encore une fois, ça sera des propositions et ça sera vraiment à chaque entreprise accompagnée de décider ce qui est de l'ordre de la priorité ou non. Et quand il y aura besoin, pour certains produits, de retravailler de façon plus aboutie ou plus poussée pour tester par exemple une nouvelle technologie ou autre, la dernière étape, ça sera de vous mettre en relation avec notamment les partenaires du réseau Actia pour vous accompagner sur spécifiquement sur ces développements. Voilà, présenter un petit peu cette démarche de l'action naturalité. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'était pas fait exprès, mais Christine, tu nous as permis de faire une très bonne transition vers le temps de questions. Donc, nous avons très peu de temps, puisqu'en fait, nous avons déjà dépassé le temps disponible. Si vous avez des questions, je vous propose que vous les posiez directement dans l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. Quoi qu'il arrive, vous aurez nos coordonnées, vous pouvez nous contacter comme bon vous semble, vous posez les questions qui vous intéressent. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous avons eu la chance d'avoir beaucoup d'intervenants de grande qualité, aussi bien des entreprises manufacturières, une grande, une petite, de la distribution, et la présentation également de cette action, de cet accompagnement qui vous est proposé. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous remercie tout le monde pour votre participation, pour vos interventions de grande qualité. Votre avis nous intéresse, donc on va vous envoyer directement un lien vers un questionnaire de satisfaction. Vous pouvez y accéder aussi dans l'onglet sondage, c'est normalement tout en bas, non, dans le chat tout en haut, vous pouvez y accéder. Un post que je vous ai mis. Sinon, je vous l'enverrai directement par mail si vous le voulez. Sachez que pour l'action naturalité,
Ma collègue vous envoie un call to action, c'est possible aussi. Sachez que pour l'action naturalité, les portes d'entrée par lesquelles vous pouvez accéder, c'est à la fois ma collègue du pôle AcuMer, donc Harmonie Tellier, que vous avez vu au tout début de cette intervention, et également au Cercia Interface. Toute l'équipe sera à votre disposition. Nous sommes les portes d'entrée, mais comme vous l'avez compris, ce sera bien avec l'Adrianor que l'accompagnement en réel se fera. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Merci. Voilà, donc si vous voulez, nous pouvons nous quitter là-dessus. Il est presque midi. Toutes ces présentations nous ont tous donné très faim. Et forcément, on parle de nourriture tout le temps. Il y a des conséquences. Merci beaucoup et Merci très bonne fin de journée à tous. Bonne journée à tous, bon appétit. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.